Tanjiro, un nouvel animé avec une famille toute mignonne et un père parti chercher du lait. Je vois pas ce qui pourrait leur arriver de mal. Comment on en est arrivé là, bordel de merde? Bah pour ça, on va devoir remonter un peu dans le temps. Tout commence avec Tanjiro Kamado, un garçon japonais sans histoire du début du XXe siècle. Il vit dans une famille nombreuse ayant pas moins de 5 frères et sœurs. Okuta, Shigeru, Hanako, Taeko et Nezuko. Ayant perdu leur père il y a quelques années, c'est Tanjiro qui doit subvenir aux besoins de sa famille en vendant du charbon au village le plus proche. Les trajets sont si longs qu'il doit héberger chez des inconnus. Pour lui, les démons c'est qu'une vieille légende urbaine. Mais en revenant un matin après avoir vendu son charbon, il tombe sur les corps de sa famille sans vie, massacrés par un démon. Mais parmi ses frères et sœurs, une respire encore, Nezuko. Il la porte sur son dos pour trouver de l'aide, mais une information que Tanjiro n'a pas, c'est que du sang de démon qui entre en contact avec un humain entraîne une transformation. Nezuko commence à attaquer son frère, mais alors que Tanjiro la retient, il se fait attaquer par Tomioka Gyu, un pourfendeur chargé d'éliminer les démons. Tanjiro essaie de négocier en promettant de faire redevenir humaine Nezuko, mais Tomioka répond que c'est impossible et commence à la poignarder avec son katana. C'en est trop pour Tanjiro. Avec sa hache et des cailloux, il commence à attaquer Tomioka. Il lui fonce dessus mais il riposte et l'assomme avec son épée. Mais attends, où est la hache ? Tomioka se rend compte d'à quel point Tanjiro est déterminé pour sauver sa sœur. Nezuko en profite pour se libérer et commence à foncer sur son frère. Mais attends, elle le protège ? Elle défend son frère au lieu de le dévorer comme l'aurait fait n'importe quel démon. Tomioka décide de laisser une chance à Tanjiro et lui dit d'aller voir un homme, un certain Urokodaki. Il lui conseille également de faire vite, car maintenant, si Nezuko est exposée au soleil, elle brûlera. Il se dirige donc vers le lieu indiqué, et pour éviter que sa sœur ne meure, Tanjiro décide de transporter Nezuko dans un panier conçu par ses soins. Sur le chemin, il tombe sur une maison qui a été massacrée par un démon. Qui parle en plus de ça? Tanjiro se fait attaquer et il ne fait clairement pas le poids face au démon. Nezuko est obnubilée par la nourriture qui se présente devant elle. Tanjiro est acculé. Le démon va lui tordre le cou. Nezuko envoie une maxi tatane dans la gueule du démon, ce qu'il décapite en un instant. Après un combat très éprouvant, le démon est immobilisé. Mais Tanjiro hésite à en finir avec lui. C'est là qu'intervient un homme au masque de Tengu, Urokodaki. Il lui explique que les deux seuls moyens pour tuer un démon, c'est soit avec le soleil, soit avec une lame de pourfendeur. Il lui propose de devenir son disciple, afin qu'il soit de taille pour protéger sa sœur et pour venger sa famille. Pour devenir pourfendeur, il doit réussir une épreuve, la sélection finale. Mais pour ça, il doit apprendre à maîtriser le souffle. C'est une technique de respiration qui permet d'augmenter l'oxygène dans le sang et d'accroître les capacités physiques. Et il y en a toute une variété, tous déclinés du souffle du soleil. Urokodaki va lui apprendre le souffle de l'eau, celui qu'il a perfectionné pendant plusieurs décennies. Et c'est ainsi que pendant 2 ans, Tanjiro s'est entraîné pendant que Urokodaki s'occupait de veiller sur sa sœur, qui est restée endormie pendant tout ce temps. C'est sa méthode à elle pour récupérer son énergie sans avoir à tuer d'humain. Et un jour, Tanjiro est mis face à sa dernière mission avant de passer l'examen, couper un rocher de plusieurs tonnes. Ça lui paraît impossible, mais après un lourd entraînement, plus de 6 mois à essayer tous les jours, il parvient enfin à trancher le rocher et à se qualifier pour la sélection finale. Mais c'est surtout grâce à l'aide de 2 hallucinations, Sabito et Makomo, qui sont venus tous les jours pour l'aider à se perfectionner. Son maître lui souhaite bonne chance en lui offrant un masque protecteur et il se rend vers son ultime épreuve, la sélection finale. Les règles sont très simples, survivre une semaine dans une zone qui grouille de démons. Grâce à tous les mouvements qu'il a appris, Tanjiro s'en sort très bien. Les mouvements sont des techniques uniques à chaque souffle et qui sont les plus efficaces pour venir à bout des démons. L'eau par exemple possède 10 mouvements. Sur son chemin, il tombe sur le démon main. Il reconnaît le masque de Tanjiro. C'est celui des élèves de Urokodaki. Sur ses 14 élèves, il en a tué 13. Le seul qui a survécu est Tomioka. Et parmi les victimes se trouvent Sabito et Makomo. En l'honneur de leur mémoire, il décapite le démon. Le reste de l'épreuve se passe sans accroc. C'est bon, Tanjiro a réussi l'examen. 3 autres candidats ont aussi passé l'épreuve. Genya, Zenitsu et Kanao. Il rentre sur Urokodaki et le reçoit. Un corbeau qui peut lui donner des informations, une boîte plus légère pour transporter Nezuko, un kimono qui le protège des démons, et surtout son épée du soleil. Il quitte Urokodaki et part enquêter pour sa première mission. Plusieurs disparitions auraient eu lieu dans un village, et grâce à son odorat surdéveloppé, il découvre où se cache le démon. Sous le sol, dans une dimension parallèle créée à partir de son pouvoir sanguinaire. Les pouvoirs sanguinaires sont des techniques que peuvent développer les démons puissants. Elles sont propres à chaque démon, ce qui fait qu'à chaque combat, le pourfendeur doit s'adapter au pouvoir adverse. Fort heureusement, grâce à l'aide de Nezuko, Tanjiro arrive à le mettre hors jeu et il essaye de l'interroger à propos du chef des démons, Muzan, celui qui a créé tous les autres démons et qui sévit depuis plus de 1000 ans. Le démon a trop peur de son supérieur pour lui donner la moindre information et il se fait décapiter.
Tanjiro se rend à Tokyo pour une autre mission, mais sur le chemin, il sent la même odeur qu'il y avait dans sa maison ce jour-là. Il y trouve la source, c'est lui, Muzan. Mais un doute traverse Tanjiro. Pourquoi il a une femme et des enfants? Muzan profite de cet instant de battement pour fuir la foule en transformant un humain en démon. Tanjiro immobilise le démon, mais il ressent une odeur bizarre, celle d'un pouvoir sanguinaire, celui de Tamayo. Tamayo, c'est une démone qui œuvre pour la disparition de Muzan avec son assistant Yuichiro. Leur but est de créer un antidote pour transformer des démons en humains. Après qu'elle ait tué son mari et ses enfants, elle a modifié son ADN pour se libérer du contrôle de Muzan. Et Yuichiro a suivi en recevant du sang de sa collègue. Tamayo remarque la cicatrice qu'a Tanjiro sur le front, et elle semble la reconnaître. Et elle n'est pas la seule, puisque Muzan aussi l'a reconnue. C'est la même marque que Yoriichi Tsukiguni, le pourfendeur le plus puissant de l'histoire, et qui a déjà failli tuer Muzan par le passé. Par précaution, il envoie 2 démons le tuer, Yahaba et Suzamaru. Le premier crée des flèches qui lui permettent de modifier des trajectoires, et la seconde possède 6 bras et lance des balles qui... Fort heureusement, la consommation de sang lui permet de régénérer sa tête. Il offre également à Tanjiro un talisman qu'il crée à partir de son pouvoir sanguinaire, et qui lui permet de modifier la vision de celui qui possède le talisman, ce qui permet à Tanjiro de voir les flèches de Yabaha et d'en venir à bout. Pour Suzamaru, ça risque d'être plus compliqué. Elle se dit être une des 12 lunes démoniaques. Si supérieure et si inférieure, ce sont les soldats les plus puissants de Muzan. Tamayo l'interroge avec son sang qui l'empêche de mentir et lui demande des informations sur Muzan. Ce dernier ayant la capacité de connaître toute information d'autres démons et de manipuler leurs cellules, il tue Suzamaru avant qu'il ne donne une quelconque information. Tamayo est maintenant l'allié de Tanjiro et lui donne une dernière information avant de partir. Suzamaru n'est pas une lune démoniaque. Les lunes démoniaques ont leur rang indiqué dans leurs yeux. Un œil pour les rangs inférieurs, les 2 yeux pour les rangs supérieurs. Elle lui indique d'être très vigilant s'il tombe sur l'une d'elles et lui promet de trouver un remède pour sa sœur. Quelques jours passent et son corbeau lui donne une nouvelle mission. Sur le chemin, il tombe sur Zenitsu, l'un des pourfendeurs de la sélection finale en train de supplier une femme de bien vouloir l'épouser, à croire que le consentement existe que depuis le 21e siècle. Bref, Tanjiro et la fille le remettent à sa place et ils se dirigent vers leur mission. Une maison abandonnée où des cadavres d'enfants y sortent. Nos 2 pourfendeurs y entrent donc et tombent sur 2 frères et sœurs. Mais soudain, un bruit de tambour se fait entendre et Tanjiro et Zenitsu se font séparer. L'auteur de ça, c'est Kyogai, une ancienne lune inférieure qui fut destituée de son titre car pas assez fort. Son pouvoir sanguinaire lui permet d'attaquer et de changer la structure de sa maison en tapant sur des tambours. Tandis que Tanjiro lui fait face, Zenitsu, complètement terrorisé, tombe sur un homme à tête de sanglier, Inosuke, un pourfendeur ayant grandi parmi les porcs et ayant développé son propre souffle, celui de la bête, ayant comme particularité de s'utiliser avec 2 lames en dents de scie. Les 3 pourfendeurs font face à un démon. Le gros porc arrive à se débarrasser du gros porc, et après une lutte spectaculaire, Tanjiro arrive à décapiter Kyogai et il sauve la petite fille. Mais pour Zenitsu, c'est une autre histoire. À l'instant même où il tombe sur le démon, il s'évanouit. Mais c'est là que se révèle son plus gros potentiel. Il maîtrise le souffle de la foudre. Et grâce au premier mouvement, le démon se fait one-shot. Tanjiro retrouve les enfants et il sort de la maison. Mais il tombe sur Inosuke et Zenitsu, le premier voulant tuer Nezuko et le deuxième voulant la protéger. Inosuke tabasse son adversaire mais Tanjiro part à sa rescousse et après un gros coup de boule de ce dernier, la révélation que Inosuke est un giga beau gosse et qu'il ne fait pas partie de l'armée des pourfendeurs, les 3 commencent à sympathiser et ils passent la nuit chez une grand-mère avant d'entamer leur prochaine mission. Leur nouvel objectif est de tuer une famille de démons araignées qui donnent beaucoup de fil à retordre aux pourfendeurs déjà sur place. Et c'est pas pour rien. Étant donné que l'armée des pourfendeurs ne savait pas que sur place résidait la 5e lune inférieure, Rui, un démon qui a demandé à Muzan de lui créer une famille, qui règne sur le mont Natagumo et qui est en train de massacrer les soldats déjà au front. Un personnage mystérieux envoie alors 2 pourfendeurs en renfort, Tomioka et Shinobu, 2 des meilleurs épéistes du Japon. Mais en attendant, nos héros doivent se débrouiller seuls. La mère araignée manipule les pourfendeurs avec des fils pour les faire attaquer leurs alliés. Mais grâce au sonar de Inosuke et aux fleurs de Tanjiro, ils arrivent à trouver sa cachette et ce dernier lui tranche le cou tout en douceur, sentant qu'elle détestait sa vie de démon. Et c'est peu de le dire, puisque Rui n'hésitait pas à demander à son père de frapper sa femme. Pire, une fois ces 2 sœurs ont essayé de fuir l'emprise de leur frère, mais il les a surpris et en a fait rôtir une au soleil pour la peine. On reprend dans l'action. Zenitsu tombe sur le frère de Rui qui l'empoisonne d'entrée de jeu. Dans 30 minutes, il mourra. Il s'évanouit à cause de la douleur mais son subconscient l'ordonne de se battre tant qu'il le peut.
et il crée une version évoluée du premier mouvement du souffle de la foudre, la frappe foudroyante sextuple. Il le décapite mais s'écroule à cause du poison. De l'autre côté, Tanjiro et Inosuke tombent sur la sœur et le père de Rui. Tanjiro se prend un coup si violent qu'il est envoyé dans le décor. Et en retombant, il tombe sur la 5e lune inférieure qui tourmente sa sœur. En plus de tuer un pourfendeur sous ses yeux. C'en est trop pour lui. Il compte bien lui régler son compte pour lui apprendre le respect dans une famille. Il s'élance en déclenchant le premier mouvement du souffle de l'eau. Tanjiro se retrouve avec une épée brisée en guise d'arme. Rui enchaîne les attaques. Nezuko sort de sa boîte pour protéger son frère et Rui la prend en otage en la torturant dans le but de la voler. Rui dépasse les bornes. Tanjiro est forcé d'utiliser sa technique ultime, le 10e mouvement du souffle de l'eau, qui arrive enfin à couper les fils de Rui. Mais si lui peut utiliser son meilleur pouvoir, Rui le peut aussi. Il utilise sa technique sanguinaire, le piège de fil. Là, même le 10e mouvement ne pourra pas en venir à bout. De son côté, Inosuke ne fait clairement pas le poids et est sur le point de se faire briser le crâne. Et Zenitsu, lui, fixe la lune en attendant la mort. Il repense à son maître Jigoro et à son frère d'armes Kaigaku. C'étaient les opposés l'un de l'autre. Là où lui était un pleurnichard qui ne maîtrisait que le premier mouvement du souffle de la foudre, Kaigaku lui était froid et maîtrisait tous les mouvements sauf le premier. Malgré ça, leur maître Jigoro a soutenu les deux de la même manière. Zenitsu se sent coupable d'avoir été le boulet des élèves de son maître. Shinobu arrive à son secours. Par miracle, c'est une pourfendeuse experte en poison, et elle le sauve en lui offrant un antidote qui désintègre les cellules de démon dans son corps. Inosuke, lui, est sauvé in extremis par Tomioka qui ne fait qu'une bouchée du démon araignée. Mais si Shinobu aide Zenitsu et que Tomioka aide Inosuke, qui s'occupe de sauver Tanjiro? S'il ne fait rien, les fils de Rui vont le découper en rondelles. C'est là qu'un souvenir lui revient où il est avec son père, qui semble-t-il était un ancien pourfendeur. Il lui parle d'une technique extrêmement puissante, nécessitant une concentration absolue. En un instant, tous les fils de Rui se font désintégrer. Tanjiro fonce sur le démon qui essaye de se défendre tant bien que mal. Mais c'est là que Nezuko débloque son pouvoir sanguinaire, le sang enflammé, qui brûle les derniers fils restants. C'en est fini pour Rui. Tanjiro s'écroule. La danse du dieu du feu lui a demandé trop d'énergie. Attends, Rui se relève? Il avait attaché sa tête à son cou avec des fils pour maintenir sa tête en place malgré une décapitation. Tanjiro n'a même plus la force de ramper. Il se fait encercler par les fils de Rui. Mais Tomioka sort de nulle part et protège Tanjiro. Rui tente une approche, mais là... Tomioka a créé un 11e mouvement pouvant parer n'importe quelle attaque. Rui n'a même pas le temps de réagir que sa tête roule déjà sur le sol. Le dernier membre encore en vie est la sœur, qui tombe sur Shinobu alors qu'elle torture un pourfendeur. Derrière son grand sourire, elle cache un souffle extrêmement cruel. Le souffle de l'insecte qu'elle a créé ne se base pas sur une ou plusieurs épées, mais sur une aiguille empoisonnée. En un coup, elle tue la dernière membre de la famille de Peter Parker. Tomioka s'étonne que Nezuko soit toujours en vie après 2 ans passés en tant que démon, et il commence à discuter avec Tanjiro. Mais... Shinobu attaque la petite démone, mais Tomioka la protège et leur dit de s'enfuir pendant qu'il retient sa collègue. Cependant, elle n'est pas venue seule. Sa sœur Kanao tombe sur Tanjiro qui n'a plus de force après le combat qu'il vient de livrer. Il hurle à Nezuko de s'enfuir, et elle y arrive grâce à son sort de rétrécissement. De son côté, Tomioka réussit à immobiliser Shinobu, mais d'un coup, elle essaye de le planter avec une lame dans sa chaussure. Fort heureusement, un message provenant d'un corbeau les interrompt. Il est dit que Tanjiro et Nezuko vont être jugés par les plus hauts gradés des pourfendeurs, les piliers. Ce sont 9 soldats d'élite qui sont chacun maîtres de leur souffle respectif. Tanjiro se réveille et tombe face à eux. Kyojuro Rengoku, pilier de la flamme. Tengen Uzui, pilier du son. Mitsuri Konroji, pilier de l'amour. Gyomei Himejima, pilier de la roche. Muchiro Tokito, pilier de la brume. Et Obanai Iguro, pilier du serpent. Tout le monde débat. Tanjiro essaie de défendre sa sœur tant bien que mal, mais ça semble mal barré. Mais c'est là qu'intervient le dernier pilier, Sanemi Shinazugawa, le pilier du vent qui plante Nezuko. Tanjiro est fou de rage, et en un coup de tête, il met presque KO ce salopard qui a osé toucher à sa sœur. La situation est sur le point de dégénérer, quand soudain intervient le chef de l'organisation, Kagaya Ubuyashiki, à qui les piliers ont le respect le plus total. Lui est pour la survie de Nezuko et Tanjiro parmi les pourfendeurs, mais à une condition fixée par Orokodaki dans une lettre. Celle-ci stipule que si Nezuko vient à manger un humain, alors elle et son frère devraient alors s'ouvrir le ventre pour expier leurs crimes. Tout le monde accepte pleinement ou à demi-mot, mais il y en a un seul qui veut la tester avant toute chose, Sanemi. Son sang est spécial, il enivre les démons, et il veut vérifier si Nezuko arrive à lui résister malgré l'envie bouillonnante de le dévorer.
Même avec la salive qui coule de ses lèvres, elle s'est promis de ne tuer aucun humain. Le pacte est conclu, et notre groupe qui s'est battu contre la famille araignée est emmené dans un centre d'entraînement pour y être soigné, le domaine des papillons. Ils y passent plusieurs semaines et un soir, Tanjiro discute avec Shinobu de pourquoi elle éprouve une telle haine envers les démons. Elle a quand même été prête à crever l'œil de Tomioka pour trancher Nezuko. Elle explique que ça remonte à plusieurs années. À l'époque, sa grande sœur Kanae était le pilier de la fleur, un dérivé du souffle de l'eau. Et un jour, elle se fit massacrer par une lune démoniaque se battant avec des éventails de guerre. Shinobu s'est promis de la venger. Elle est devenue pilier et a créé son propre souffle de l'insecte, tout ça pour éradiquer le démon qui a tué sa grande sœur. Fort heureusement, avec la nouvelle génération de pourfendeurs, elle croit fermement en l'éradication des démons. Mais il y a un homme à qui ces événements ne plaisent absolument pas, Muzan. Il s'est rendu compte que les lunes inférieures lui étaient inutiles. Normalement, il devait s'occuper de massacrer les piliers et de rechercher le licorice bleu. Mais là où les lunes supérieures sont totalement dévouées et tuent des piliers depuis des centaines d'années, les lunes inférieures se succèdent sans faire avancer ses plans. Il les convoque dans le château de l'infini, une dimension parallèle créée par Nakime, avant de les massacrer un par un. Mais Enmu, la première lune inférieure, attise sa curiosité. Il sent un potentiel en lui et décide de lui offrir de son sang pour qu'il puisse éradiquer les pourfendeurs. Maintenant que le groupe de Tanjiro est de nouveau en forme, ils doivent enquêter sur un train où plus d'une quarantaine de personnes auraient disparu. Dedans, ils tombent sur le pilier de la flamme, Kyojuro, et le courant passe extrêmement bien entre lui et Tanjiro. Tellement qu'au bout de 5 minutes, il veut déjà en faire son successeur. Ils poissonnent leur ticket et plusieurs démons font irruption dans le train. Et bordel, qu'est-ce que Kyojuro est puissant. Il démolit tout un groupe de démons à lui tout seul. Problème, en poissonnant leur ticket, ils ont activé le pouvoir sanguinaire de Enmu qui les a tous plongés dans leurs plus beaux rêves. Son plan est d'envoyer un groupe d'enfants dans leurs rêves pour détruire leur noyau spirituel, ce qui les tuerait instantanément. Pourquoi il les tue pas juste pendant leur sommeil ? Pour aucune raison, il est juste débile. Tanjiro rêve qu'il est avec sa famille, Zenitsu rêve qu'il est en couple avec Nezuko, et Inosuke, Inosuke quoi. Kyojuro lui rêve de son père et de son frère. Son père, Shinjuro, est un alcoolique qui ne croit pas du tout en son fils, malgré qu'il soit devenu pilier en tuant l'ancienne deuxième lune inférieure. Senjuro lui est la relève de son grand frère, et il l'entraîne du mieux qu'il peut pour qu'il devienne le pilier des flammes le plus puissant de l'histoire. Une fillette s'introduit dans son rêve et essaye de détruire son noyau spirituel, mais même endormi, il a assez de réflexes pour l'immobiliser. Les autres se rendent compte progressivement qu'il rêve, et Tanjiro comprend qu'en se suicidant, il peut se réveiller instantanément. Il raisonne les enfants atteints de tuberculose en disant que Enmu n'est pas en capacité de les soigner, avant de monter sur le train et de combattre la première lune inférieure en 1 contre 1. Enmu enchaîne les attaques pour endormir Tanjiro, mais à chaque fois, il se coupe la tête dans son rêve et se réveille en un instant, avant de trancher celle de Enmu. Malheureusement, ce n'est pas le corps original. Enmu et le train ne font qu'un. Pour le tuer, il faut détruire son cœur qui se trouve au premier wagon. Mais comment peut-il le faire tout seul en protégeant 200 passagers ? Eh bien grâce à tout son groupe. Kyojuro et Inosuke se font réveiller grâce au sang de Nezuko. Bon, Zenitsu est toujours endormi, mais dans un sens, c'est pas plus mal. Le plan est simple. Kyojuro, Nezuko et Zenitsu protègent les 8 wagons, et Inosuke et Tanjiro s'occupent de faire la peau à Enmu. Ils arrivent à contrer le pouvoir sanguinaire de la première lune inférieure, mais le chauffeur du train qui était toujours sous l'emprise de la lune démoniaque plante Tanjiro. Il l'assomme avant de foncer faire une ultime charge grâce au souffle du soleil, ce qui détruit le cœur d'Enmu. Le train déraille. Tous les pourfendeurs sont blessés à l'exception de Kyojuro qui en profite pour donner des conseils sur le souffle à Tanjiro pour stopper l'hémorragie. Enmu est en rage. Les lunes supérieures ont toujours été les préférées de Muzan, car le gap de puissance entre les inférieures et les supérieures est démesuré. Et je crois que c'est le moment de vérifier ça. Akaza, la 3ème lune supérieure, débarque. Il attaque Tanjiro mais Kyojuro le défend. Il lui demande pourquoi il s'en prend un blessé et il répond que la faiblesse est ce qui le dégoûte le plus en ce bas monde. Il lui propose également de devenir un démon car il sent qu'il a un esprit combatif et une force remarquable. Kyojuro refuse et engage le combat. Akaza utilise sa technique sanguinaire, le compas qui lui permet de prévoir les mouvements de ses adversaires. Les coups pleuvent. Ils sont tellement rapides que Tanjiro n'arrive même pas à les suivre. Mais il voit très bien que Akaza domine le combat. Kyojuro se fait briser les côtes, broyer des organes internes et même crever un œil, tandis que Akaza lui se régénère encore et encore. Il lui demande une dernière fois s'il ne veut pas devenir un démon, mais pour Kyojuro, il est hors de question de trahir ses valeurs pour du pouvoir. Il a une mission, détruire les démons, et il compte bien l'accomplir. Il active le mouvement secret du souffle de la flamme, le mouvement 9, le purgatoire. Un ouragan de feu s'abat. Akaza se fait littéralement carboniser. C'est bon, il l'a vaincu. Elle avait dit quoi Shinobu au sujet des 3 premières lunes supérieures ? Aucun pilier ne peut vaincre en 1 contre 1 l'une des 3 premières lunes supérieures. Le soleil se lève, le bras d'Akaza est coincé. C'est maintenant ou jamais.
Kyojuro peut se servir de ses dernières forces pour lui trancher la tête. Tanjiro et Inosuke récupèrent leurs sabres pour lui venir en aide. Mais il est trop tard. Akaza arrache ses bras pour s'enfuir. C'est la fin pour Kyojuro Rengoku. Mais avant de partir, il demande une seule chose à Tanjiro. C'est de toujours protéger les faibles. Que sa mort leur serve de leçon. Que sa flamme fasse briller les autres pourfendeurs pour enfin se débarrasser de Muzan. Tanjiro se rend chez le père de Kyojuro pour lui passer son message d'adieu, mais Shinjuro s'en fout totalement. Il dit qu'il n'avait de toute façon aucun talent et que sa mort était juste logique et méritée. D'un coup, il comprend que Tanjiro est un utilisateur du souffle du soleil grâce à ses boucles d'oreilles et lui fait une clé de bras. Le souffle du soleil, c'est le tout premier souffle de l'histoire, qui a été créé par le pourfendeur le plus puissant ayant jamais existé, Yoriichi Tsukiguni. Tanjiro comprend que c'est un lien avec la danse du dieu du feu qu'a transmis son père. Il continue de se battre et Tanjiro l'assomme finalement d'un coup de crâne. Son fils s'excuse pour le comportement de son père, qui est devenu alcoolique après la disparition de sa femme, et qui malgré son air impassible est très attristé par la mort de son fils. En guise de soutien, Senjuro lui offre la garde de son frère et lui souhaite bonne chance pour ses prochaines batailles. En revenant au domaine des papillons, il tombe sur Tengen, pilier du son, et également un ninja qui propose une mission aux 3 pourfendeurs, celle de retrouver ces 3 femmes. Oui, 3 femmes, qui ont disparu il y a plusieurs jours. Les 3 pourfendeurs acceptent et ils se rendent au quartier des plaisirs. Le quartier des plaisirs, c'est en gros toute la débauche du Japon du XXe siècle. Mafia, oiran et assassinat sont au rendez-vous. Pour infiltrer le milieu, Tengen décide de travestir Tanjiro, Zenitsu et Inosuke. Mais en réalité, le quartier des plaisirs est dominé par la 6ème lune supérieure, Daki, qui capture Zenitsu et l'enferme dans une grotte avec les 3 femmes de Tengen. Les 3 pourfendeurs remarquent sa disparition et décident de se séparer en 2 groupes. Le premier, composé de Tengen et Inosuke, s'occupe de retrouver Zenitsu, tandis que Tanjiro lui s'occupe grâce à son flair de retrouver le démon. Après une journée de recherche, il tombe sur Daki en train de torturer une oiran. Il met Nezuko à l'abri avant d'engager le combat avec elle. Son pouvoir sanguinaire lui permet de manipuler des hobbies, ces espèces de dracs qu'elle utilise comme des fouets pour harceler Tanjiro d'attaque. Pendant ce temps, grâce à son ouïe surdéveloppée, Tengen trouve le garde-manger géant de Daki et pour s'infiltrer parmi les petits trous de la grotte, il demande de l'aide à Inosuke, qui nous dévoile sa technique secrète. Il a un contrôle surhumain sur son corps. Il se déboîte carrément les bras pour passer plus facilement à travers les interstices créés par Daki. Il tombe sur tous les humains piégés et les libère après avoir combattu les hobbies. Et maintenant, à nos côtés, on a Zenitsu, Inosuke, Tengen ainsi que les 3 femmes ninja. Étonnamment, Tanjiro rivalise avec Daki. Ses hobbies sont tranchables et elle n'est pas si menaçante que ça. Mais d'un coup, ses hobbies reviennent à elle. Maintenant, elle peut se battre à pleine puissance. Et elle compte bien se servir de la plus grande faiblesse des humains, leur empathie. Elle commence à massacrer des dizaines de personnes et à détruire des maisons. Ça met Tanjiro hors de lui. Il devient terrifiant et prononce les mêmes phrases que Yoriichi sur la valeur de la vie humaine avant de foncer exécuter la danse du dieu du feu. Tous les hobbies de Daki se font trancher un par un. Il trouve une ouverture. Pas de chance, tout comme Rui, elle a relié sa tête à son cou pour parer la décapitation. Il tente une nouvelle approche. En un clin d'œil, tous les hobbies se font carboniser. C'est la fin pour Daki. Il ne peut pas achever sa cible, Daki peut maintenant en finir avec lui. Daki se fait pulvériser par Nezuko. Je vous avais dit qu'elle utilisait le sommeil pour remplacer le sang et augmenter sa puissance. Depuis le début du manga, elle a dormi durant quasiment 3 ans, donc elle compte bien faire déferler toute la puissance qu'elle a accumulée sur quiconque ose attaquer son frère. Elle débloque une nouvelle transformation, elle surpasse son adversaire à tous les niveaux. Elle se permet même de lui faire des écrasements de tête. Même tranchée en petits morceaux, elle arrive à relier ses parties du corps avec son sang pour continuer de se battre et carboniser Daki avec son pouvoir sanguinaire. Très clairement, elle est trop forte. Mais il ne faut pas oublier que ça reste une démone. En tombant sur une femme blessée, son instinct reprend le dessus. De justesse, Tanjiro arrive à la calmer. Et heureusement qu'on rappelle que si elle tue ne serait-ce qu'un humain, elle et son frère se feront exécuter sans procès. Mais attends, si Nezuko est endormi et Tanjiro épuisé, y a qui pour protéger les deux ? Tengen décapite Daki sans sommation. Carrément, il se fout de sa gueule. Comment cette meuf qui se fait pulvériser par Nezuko et Tanjiro en 1v1 peut être une lune démoniaque ? Ah d'accord, en fait il n'y a pas une mais 2 lunes démoniaques. Lui c'est Gyotaro, le frère de Daki qui a comme pouvoir sanguinaire des faucilles empoisonnés. Tranquille, Tengen est un ninja qui résiste au poison, ça va le faire. En plus en 4v1 ça va être facile, non ?
Eh bien non, parce que le pouvoir de la 6ème lune supérieure est de fonctionner en duo. Tant que l'une des deux possède encore sa tête, elles peuvent se régénérer à l'infini. Quand ils étaient humains, Daki était la plus belle femme du quartier des plaisirs, et Gyotaro était un garçon laid et difforme qui a toujours été rejeté par tout le monde. Et quand il voit Tengen, grand, beau, musclé, et qui a 3 femmes, il ne peut s'empêcher de bouillir de l'intérieur. Mais c'est pas pour autant que Tengen est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Il est né dans une famille où 7 de ses 8 frères et sœurs sont morts. Et pour perpétuer la lignée des ninjas, le père de Tengen lui a imposé un entraînement draconien. Son physique, son succès, tout ça il le mérite, et il compte bien le faire comprendre à Gyotaro. Mais là, on parle pas d'un petit joueur. En 113 ans, il a éliminé 15 piliers et sa sœur 7. Ils entament le combat. Inosuke et Zenitsu vont combattre Daki, et Tanjiro et Tengen vont combattre Gyotaro. Le combat est rude. L'une des femmes ninja envoie une pluie de kunai sur Gyotaro. Il est à la merci de Tengen, mais il esquive son attaque grâce à son pouvoir sanguinaire, avant de prendre en otage la femme ninja. Mais en combinant le souffle du soleil et de l'eau, Tanjiro sauve la femme de Tengen et retourne au combat. Daki et Gyotaro s'entraident et les coups pleuvent dans tous les sens. Tanjiro fait équipe avec Inosuke et Zenitsu pour faire la peau à Daki en 3v1. Déjà qu'en 1v1 elle avait du mal, mais alors face à 3 pourfendeurs, c'est une véritable boucherie. Inosuke décapite Daki et part avec sa tête pour l'empêcher de se régénérer. Le problème, c'est qu'il a oublié quelqu'un. Tengen se fait couper le bras, Inosuke transperce le cœur, et Zenitsu est pris dans une explosion. Il ne reste plus que Tanjiro, empoisonné au milieu des décombres. Gyotaro se fout de sa gueule et lui propose de devenir un démon. Mais s'il y a bien un truc que j'ai appris en regardant des animés, c'est qu'un vrai héros de shonen n'abandonne jamais. Gyotaro est sur le point de se faire décapiter. Daki tente de le protéger mais Zenitsu débarque pour défendre Tanjiro. Gyotaro arrive à se libérer et augmente sa vitesse de manière exponentielle. Tanjiro ne tiendra pas indéfiniment comme ça. Tengen a volontairement fait arrêter son cœur pendant plusieurs minutes pour stopper l'avancée du poison. Le temps lui est compté. Il utilise son souffle pour découper en partitions les attaques ennemies et pouvoir les anticiper. Les deux échangent des centaines de coups mais sont au même niveau. Tanjiro essaie de trouver une ouverture, mais Gyotaro en profite pour trancher l'œil et le foie de Tengen, ainsi que le menton de Tanjiro. Mais c'est pas une raison pour abandonner. Pour le vaincre, il doit multiplier sa force au centuple. Zenitsu a pratiquement réussi à trancher le cou de Daki. Mais là, Inosuke débarque. Il a utilisé sa technique pour déplacer son cœur avant que Gyotaro ne le touche. Il fait tomber ses sabres sur le cou de la démone. C'est la fin de la 6ème lune supérieure. D'accord, ils ont gagné. Mais à quel prix? 3 des 4 pourfendeurs sont empoisonnés. Et surtout, Gyotaro ne compte pas les laisser s'en tirer si facilement. Nezuko sort de sa boîte et sauve son frère grâce à son pouvoir sanguinaire. Mais c'est pas pour autant que la situation s'améliore. Inosuke et Tengen sont sur le point de mourir. Le porc fait ses adieux à son meilleur ami en ressassant le bon vieux temps. Mais attends, le poison de Gyotaro c'est un pouvoir sanguinaire, non? C'est bon, tout le monde est sain et sauf. Même si bon, vu l'état de Tengen, pas sûr qu'il puisse continuer de se battre durant la suite du manga. Et il est du même avis et il décide de prendre sa retraite. Un homme aux yeux verrons sort des décombres, le pilier du serpent, Obanai. Mais attends, si t'étais dans les environs, pourquoi t'es pas venu les aider? En plus, tu considères que Tengen a échoué parce qu'il a perdu un œil et un bras. Mais toi, de naissance, t'avais même pas 2 yeux fonctionnels, de quoi tu parles? Enfin bon, bref, peu importe. L'important, c'est qu'une lune supérieure soit enfin tombée. Ça faisait plus de 100 ans que c'était pas arrivé. Kagaya s'en réjouit, bien qu'on comprenne que sa santé est plus que calamiteuse. Mais s'il y a bien une personne qui ne s'en réjouit pas, c'est bien Muzan. Il convoque toutes les lunes supérieures pour une réunion d'urgence. Et c'est l'occasion de tous les présenter. Gyoko la 5ème lune, Antengu la 4ème lune, Akaza que vous connaissez déjà, Doma la 2ème lune, qui est celle qui a transformé Daki et Gyotaro en démons, et enfin Kukushibo, la 1ère lune supérieure. On sent des tensions entre les lunes pour le classement de qui est la plus forte. Surtout avec Doma qui est bien plus jeune que Akaza, et qui l'a dépassé très rapidement après être devenu démon. Pour lui, être inférieur à ce clown est une véritable insulte. Kukushibo le rappelle à l'ordre en lui rappelant que s'il veut le dépasser, il n'a qu'à plus s'entraîner et manger plus d'humains. Gyoko, lui, a obtenu une information très intéressante. La localisation du village des forgerons. C'est l'une des 2 zones secrètes des pourfendeurs avec le domaine Ubuyashiki. Car sans forgeron, pas d'épée du soleil. Et sans épée du soleil, pas de pourfendeur. Muzan l'envoie donc en mission avec Antengu pour massacrer tous les forgerons. De son côté, Tanjiro récupère de ses blessures au domaine des papillons et après une semaine, il peut retourner au front. Enfin, presque. Son sabre est en piteux état et il doit se rendre au village des forgerons pour le réparer. Là-bas, il tombe sur Kanroji Mitsuri, le pied de l'amour, ainsi que Shinazugawa Genya, l'un des pourfendeurs de la sélection finale, ainsi que le frère de Sanemi. Mitsuri s'entend bien avec Tanjiro et lui informe même qu'il y aurait une arme d'entraînement secrète au village. Tanjiro la trouve. Il s'agit de Yorichi Type 0, un robot d'entraînement.
Mais il n'est pas tout seul puisque Muichiro Tokito, le pilier de la brume, se dispute avec Kotetsu, un apprenti forgeron pour s'entraîner avec. Muichiro méprise les faibles. Ils doivent être protégés et ne protègent pas les autres. Tanjiro défend Kotetsu en disant que sans forgeron, Muichiro n'est rien. Il s'en va, ce qui laisse la possibilité à Tanjiro d'affronter l'automate de Yoriichi. Bien qu'il se fasse malmener, il arrive finalement à lui porter un coup, ce qui révèle la présence d'une épée vieille de plus de 300 ans. Aganezuka, le meilleur forgeron du village, lui confisque, mais veut bien lui donner l'épée dès qu'il l'aura restaurée. En attendant, il lui prête un autre sabre. La nuit tombe et Tanjiro fait plus ample connaissance avec Genya, et il apprend qu'il ne possède même pas de souffle. Il parle aussi à Muichiro, et de pourquoi il est important de protéger les plus faibles que soi. Tengu entre dans la pièce. Il est rapide, mais à 3, ils n'ont aucun mal à en venir à bout. Tengu s'est cloné. Maintenant, il doit faire face à Karaku, le démon du plaisir, et Sekido, le démon de la colère. Le premier balaye Muichiro à plusieurs kilomètres grâce à son éventail, et le second foudroie Tanjiro sur place. Genya apparaît et décapite les deux démons avec son flingue. Il y a maintenant deux démons supplémentaires, Aizetsu, le démon de la tristesse, et Urogi, le démon de la joie. Tengu, c'est un criminel qui tuait et volait, et quand on l'arrêtait, il disait que c'était pas lui, mais ses mains qui faisaient tout ça. Chaque forme de Tengu représente donc un âge de sa vie et l'émotion qui prédominait à cette période-là. Déjà qu'en 2 contre 4, ils avaient du mal, maintenant ils sont en 4 contre 3. Urogi attrape Tanjiro et s'envole avec lui avant de l'attaquer avec une onde supersonique. Genya, lui, se fait empaler par Aizetsu. Il est clairement foutu. Muichiro se dirige vers le village des forgerons et tombe sur Kotetsu qui se fait attaquer par un démon absolument horrible. Au début, il se dit que c'est pas la priorité. Le plus important est de protéger les forgerons les plus expérimentés. Mais c'est là qu'un flash lui revient où Tanjiro lui dit que si on aide les autres, il y a plus de chances qu'il nous aide en retour. Et il décide de sauver Kotetsu en massacrant le démon. Tanjiro, lui, est toujours face à Joie. Mais il comprend que Tengu ne peut pas se diviser à l'infini. Plus il se duplique, plus il devient faible. Tanjiro peut lui tenir tête. Mais on ne peut pas dire autant de l'autre groupe. Genya a un trou dans le bide et Nezuko se fait torturer par plaisir. Mais étonnamment, Genya reste debout. Il arrive même à surprendre colère et tristesse avec sa vitesse. Mais bon, il a les organes broyés, il n'en a plus pour très longtemps. Nezuko aussi se fait percer le bide. Mais la différence c'est que elle, c'est un démon. Nezuko défonce plaisir et l'envoie valser avec son propre éventail. Maintenant, c'est 3 1 contre 1. Mais au vu de leurs blessures, ça risque d'être très compliqué pour le groupe de Tanjiro. Genya se relève encore, il est clairement spécial. Tanjiro débarque dans la maison en s'étant servi de Joie comme moyen de transport. Colère l'attaque, mais Nezuko protège son frère. On pourrait s'attendre à ce que ça devienne équilibré, mais Joie revient. Ils sont de nouveau en 3 contre 4. Et ce sont loin d'être les seuls à être mal, puisque Gyoko attaque le village des forgerons en créant des démons en forme de poisson. Fort heureusement, Mitsuri intervient et sauve tout le village. Muichiro tombe sur Gyoko, la 5e lune. C'est lui qui a créé tous les démons poissons qui ont attaqué le village. Il a également assemblé une demi-douzaine de forgerons pour en faire une œuvre absolument macabre. Il est hors de question de le laisser agir plus longtemps. Muichiro commence à l'attaquer mais Gyoko est très rapide. Grâce à ses peaux, il peut se téléporter presque instantanément. Et tout comme Daki, il se sert de la faiblesse des humains, leur empathie. Gyoko envoie une pluie d'aiguilles sur Kotetsu. Muichiro est obligé de tanker les dégâts à sa place. Gyoko en profite pour utiliser son pouvoir sanguinaire, la prison aquatique. C'est un pouvoir surpuissant, étant donné que pour réussir à le briser, il faut utiliser un souffle. Sauf que comment tu veux l'utiliser dans un endroit où tu peux pas respirer? Muichiro tente d'utiliser le peu d'oxygène qui lui reste pour briser la prison, mais il n'y arrive pas. Il voit sa vie défiler devant ses yeux, et il repense à ce qui l'a amené jusqu'ici. Il est né avec un jumeau, Muichiro Tokito. Mais quelques années après leur naissance, leur père est mort en tombant d'une falaise et leur mère a succombé quelques mois plus tard à cause d'une pneumonie. Les deux frères se sont donc retrouvés orphelins alors qu'ils n'avaient même pas 10 ans. Et le dernier clou dans le cercueil pour Muichiro arrive quand un démon les attaque. Il tranchera le bras droit d'Uchiro, mais fou de rage, Muichiro tabassera le démon avec des armes jusqu'au lever du jour. S'étant blessé lors de cet affrontement, il se retrouvera à contempler le cadavre de son frère en train de se décomposer, transformant un gentil garçon tout jovial en un ado froid et antipathique. Il sait pourquoi il doit se battre. Protéger les plus faibles pour ne pas qu'ils finissent comme son frère. Gotetsu le ramène à la réalité et lui offre assez d'air pour exécuter le deuxième mouvement du souffle de la brume, multinaple de brouillard.
Il est maintenant libéré et débloque un nouveau pouvoir qui lui permet de sauver Gotetsu, la marque. Ce pouvoir se manifeste au contact d'un utilisateur du souffle du soleil et permet une explosion de la puissance de son utilisateur. Tanjiro a été le premier à la développer, et maintenant qu'il l'a, elle peut apparaître chez les pourfendeurs les plus puissants lors d'une situation critique. Muichiro retrouve Gyoko qui est en train de torturer Aganezuka. Il relance le combat contre lui. Il est maintenant plus rapide, plus puissant, et se moque carrément de Gyoko. Lui aussi décide de se donner à fond et il nous montre sa véritable forme. Dans cet état, tout ce qu'il touche est transformé en poisson. Autant dire qu'un seul coup suffit pour tuer Muichiro. Il croit avoir trouvé une ouverture quand soudain... C'est bon, la 5ème lune supérieure est décapitée. Mais avant de mourir, Gyoko va nous raconter son lore. Il la voit... ok, mais maintenant il peut venir en aide à Tanjiro et ses amis, non? Muichiro s'écroule. Les aiguilles étaient empoisonnées, et même si c'est pas suffisant pour le tuer, il n'est plus en capacité de se battre. Le groupe de Tanjiro va devoir se débrouiller seul. Et la situation ne s'est pas améliorée. Genya est introuvable et Nezuko est coincée sous des décombres. Mais là, en utilisant son sang, elle enflamme l'épée de Tanjiro. Il est temps pour lui de se déchaîner. Il active sa marque et exécute la danse du dieu du feu. Joa n'a même pas le temps de réagir que sa tête roule déjà sur le sol. Plaisir et colère suivent. Ils sont découpés en petits morceaux et grâce au feu de Nezuko, ils risquent de pas pouvoir se régénérer avant un moment. Il manque plus que tristesse pour plier le travail. Excellent, Genya l'a décapité. Mais attends, c'est un démon? Pas le temps de réfléchir, les clones sont régénérés. Décapiter les 4 ne suffira pas. Il faut trouver le corps original. Nezuko et Genya sont chargés de contenir les 4 formes, pendant que Tanjiro avec son odorat cherche la 5ème. Bingo, il est au pied de Genya et il est minuscule. Genya tente de le décapiter mais son épée se brise. Le démon de la colère est derrière lui, prêt à lui asséner le coup de grâce. Il repense à son frère Sanemi, avec qui il n'a jamais su faire la paix, sachant qu'il avait tué leur mère transformée en démon. Il regrette de ne pas avoir été assez fort pour pouvoir le rejoindre en tant que pilier. Tanjiro le défend, mais il n'est pas seul. Tristesse envoie son ultime technique, l'averse de l'arme. Et cette fois, il peut pas esquiver. Malgré qu'il soit transformé en morceau d'émental, il reste debout. Et pour une raison toute simple. Pour compenser son absence de souffle, il s'est mis à dévorer les démons, le transformant en un hybride qui a la capacité de se régénérer tout en gardant son humanité. Il retient les 2 formes d'Antengu pendant que Tanjiro s'occupe de chasser le corps original. Il lui fonce dessus, essaye de le décapiter, mais le feu de Nezuko s'estompe et l'empêche d'achever son ennemi. Et il y a autre chose qui l'en empêche. Zoakuten, l'incarnation de la haine et fusion des 4 parties d'Antengu. Il peut créer des dragons de bois et possède les 4 pouvoirs des autres formes en plus puissants. Il dit que ceux qui tourmentent les faibles sont ceux qu'il méprise le plus. Comment Tanjiro et ses amis osent-ils attaquer le petit Antengu sans défense? Tanjiro répond que pas d'accord il est sans défense, mais ça n'en reste pas moins la 4ème lune supérieure, qui a tué plusieurs centaines d'humains au cours de sa vie. Le combat est relancé, mais les 3 pourfendeurs ne font clairement pas le poids. Tanjiro se fait avaler par l'un des dragons de bois et est sur le point de finir broyé. Mitsuri apparaît et sauve Tanjiro d'une mort certaine avant de foncer combattre la 4ème lune supérieure. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a une force phénoménale. Et c'est pas étonnant, quand on sait que ses muscles sont 8 fois plus denses que la normale. Cette différence lui a valu de se faire rejeter. Mais parmi les pourfendeurs, elle a su trouver des gens qui l'ont comprise. Surtout Obanai, un homme qu'elle aime et qu'il aime en retour. Elle a trouvé une raison de se battre, elle compte bien assurer sa fonction. Après plusieurs coups échangés et une onde supersonique qui aurait pu lui être fatale, elle débloque la marque des pourfendeurs, permettant à Nezuko, Genya et Tanjiro de se concentrer sur le corps original. Mais Zoakuten ne compte pas les laisser faire, et les coince tous les 3 avec ses dragons. En mangeant littéralement du bois, Genya arrive à se dégager, et grâce à l'aide de Nezuko, Tanjiro arrive à briser la protection en bois de Antengu. Il est à découvert, ses minutes sont maintenant comptées. Il est forcé d'invoquer sa dernière forme, Urami, le démon de la rancœur. Il se fait brûler, arracher les bras, presque trancher la tête et jeter du haut d'une falaise. Il est dans un piteux état, il doit trouver de la nourriture. Tanjiro est le dernier debout, il doit l'empêcher de manger les forgerons. Muichiro lance le sabre vieux de 300 ans, c'est bon, ça va le faire, il peut décapiter Antengu. Il lui fonce dessus avec la valse flamboyante, c'est bon, Antengu est décapité. Problème, le soleil se lève. Nezuko va brûler si Tanjiro ne l'aide pas. Mais attends, Rancœur c'est pas le corps original. Il est toujours en train de poursuivre les forgerons. Tanjiro a le choix entre tuer Antengu et protéger les forgerons, ou alors protéger sa sœur. Il n'arrive pas à se décider, le choix lui ronge le cerveau. Finalement,
c'était pas à lui de faire ce choix. Il s'élance vers son ennemi, le découpe en rondelles pour laisser à découvert le corps original. C'est la fin pour Tengu. Nezuko résiste au soleil. C'est incroyable. Enfin, pas tant que ça. À partir de maintenant, elle a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Si Muzan la retrouve et la mange, alors il deviendrait alors immunisé au soleil et serait l'être ultime et immortel. À partir de maintenant, plus le choix, elle sera cachée par Urokodaki. L'armée des pourfendeurs se réunit pour créer un entraînement général afin d'augmenter le niveau moyen de ses combattants. C'est l'occasion d'en apprendre plus sur certains personnages qu'on avait très peu vus jusqu'à présent. Premièrement, Tomioka, qui possède un lourd complexe d'infériorité. Durant la sélection finale, il avait fait équipe avec Sabito, et ce dernier s'était sacrifié pour que tous les pourfendeurs puissent réussir leur examen. C'est pour ça qu'en son honneur, la moitié de son kimono est le même que le sien. Il y a également Sanemi, qui engueule son frère pour avoir mangé de la chair de démon. On sent que derrière cette rage se cache un désir profond de protéger son frère. Il veut devenir suffisamment puissant pour qu'il n'ait pas à aller au front. Le dernier personnage dont on en apprend plus, c'est Gyomei. Ce colosse de 2,20 m est né aveugle, mais ça ne lui a pas empêché de s'occuper d'un groupe d'orphelins qui l'a recueilli. Seulement, un jour, l'un d'entre eux a tiré un démon dans la maison des orphelins qui massacra un par un chaque enfant. En voyant ça, il tabassera le démon pendant une nuit entière. Les autorités, pensant que c'était lui qui avait causé ce massacre, l'ont condamné à mort. Il ne doit sa survie qu'à Kagaya qui lui a proposé de rejoindre l'armée des pourfendeurs. Et à partir de là, il devient le pilier le plus puissant et le plus proche de Kagaya, qu'il considère comme un père pour lui. Du côté des pourfendeurs, Tanjiro remarque un changement chez Zenitsu. Il est devenu bien plus froid qu'avant. Quand on lui demande, il répond que ce sont des raisons personnelles et Tanjiro ne se questionne pas plus que ça. L'entraînement poursuit son cours. Mais un soir, Kagaya reçoit une petite visite. Muzan se rend au domaine Ubuyashiki. Il a une discussion avec Kagaya qui est dans un état absolument déplorable. Et ça nous permet d'apprendre pas mal de choses sur le chef des démons. Avant, c'était un humain qui avait une grave maladie et une fascination énorme pour l'immortalité. Et un jour, son médecin lui administra un vaccin test qui le transforma en démon. Pour punir Muzan, les dieux ont décidé de poser une malédiction sur toute sa lignée, les Ubuyashiki. Aucun ne pourra dépasser l'âge des 30 ans sans mourir d'une terrible maladie. Muzan lui demande ses dernières paroles et Kagaya lui explique que si lui disparaît, il y aura toujours de nouveaux pourfendeurs pour continuer de se battre. Alors que si Muzan meurt, c'est tous les démons qui trouveront la mort. Le domaine Ubuyashiki est vaporisé en un instant. Muzan est bien amoché mais se régénère. Tamayo débarque et l'immobilise avec son pouvoir sanguinaire et lui administre un poison pour démon au passage. Gyomei, qui avait été prévenu du piège de Kagaya, commence à affronter Muzan. Tous les piliers ainsi que Tanjiro arrivent et activent leur mouvement le plus puissant. À 9, ils doivent retenir Muzan jusqu'à l'aube. Muzan avait prévu le coup. Tous les pourfendeurs se font téléporter dans le château de l'infini. C'est la bataille finale. À la fin de cette nuit, nous saurons qui aura gagné la guerre entre les humains et les démons. La plupart des personnages sont seuls, sauf 3 groupes de 2 personnes. Gyomei qui est avec Muichiro, Obanai qui est avec Mitsuri, et Tanjiro qui est avec Tomioka. Muichiro a utilisé son pouvoir sanguinaire avec les enfants de Kagaya pour manipuler les corbeaux, cartographier tout le château de l'infini et transmettre toutes les informations en temps réel. Muzan, lui, a apporté un énorme boost à tous ces démons en prévision de son attaque. La plupart des démons ont donc maintenant au moins le niveau d'une lune inférieure. Même si bon, on rappelle de ce que font les piliers des lunes inférieures. Autant dire qu'ils ne sont utiles que contre les pourfendeurs de Baran, tandis que les piliers, eux, vont s'occuper des lunes supérieures. D'ailleurs, en parlant de ça, Shinobu est la première. Elle tombe sur Doma, deuxième lune supérieure, qui est en train de se faire un festin. Shinobu sauve l'une des femmes en l'arrachant des mains du démon, mais elle oublie un truc, c'est que Doma reste une lune supérieure. En le regardant de plus près, elle remarque qu'il possède des éventails de guerre ainsi que des yeux multicolores, la même description que sa sœur lui a faite de son assassin. Shinobu bouillit de rage. Doma, lui, reste calme et fait des vannes, ne considérant les humains que comme des déchets dès son enfance. Il est né avec des yeux multicolores, ce qui lui a permis de devenir le chef d'une secte et lui offrant un garde-manger géant une fois devenu démon. Pour lui, tuer des humains est un don, un moyen de libérer les gens de leur vie misérable. Shinobu lui plante sa lame dans l'œil. Mais là où ça suffisait largement contre un simple démon, il en faudra bien plus pour vaincre une lune supérieure. Il riposte avec son pouvoir sanguinaire qui lui permet de manipuler la glace. Ce qui est tout bonnement surpuissant contre les pourfendeurs, car ça les empêche d'utiliser leur souffle sous peine de geler leurs poumons. Ils échangent des dizaines de coups. Shinobu trouve une ouverture mais... elle s'écroule. En seulement 2 minutes, son poison est devenu presque inefficace et elle a le poumon gauche perforé.
Elle pense à abandonner, mais elle se rappelle de la promesse qu'elle a faite à Kanae et Kanao, celle de débarrasser de la surface de la Terre ce parasite de Doma. Elle lance sa technique ultime, le zigzag du centipède. Des coups pleuvent dans tous les sens. Doma ne peut rien faire et se fait transpercer de toutes parts. Il est acculé au plafond de son château. C'est bon, toute la haine qu'elle a accumulée depuis ce jour va enfin cesser. Elle avait dit quoi déjà sur les 3 lunes supérieures ? Elle se fait briser la colonne vertébrale et absorbée par Doma. Il n'a même pas fait semblant de se donner à fond. Kanao assiste à la scène, horrifié. Tanjiro apprend la mort d'une de ses amies, mais il garde la tête froide. Il le sait, ce n'est ni la première, ni la dernière mort d'un pilier sur le champ de bataille. Et Kanao n'est pas la seule à devoir assister à un drame fratricide. Zenitsu tombe sur son frère d'armes, Kaigaku, qui est devenu un démon et a été promu au rang de 6ème lune supérieure. Si Zenitsu était devenu si froid depuis quelque temps, c'est parce que son maître Jigoro, en apprenant la transformation de son disciple, a décidé pour laver son honneur de s'ouvrir le ventre. S'il est devenu démon, c'est parce que son système de pensée est de se dire « tant que tu es en vie, tu peux gagner quelque chose dans le futur, même si ça signifie trahir tes compagnons pour devenir un démon. » Le combat s'engage et Kaigaku enchaîne les mouvements du souffle de la foudre, qui peuvent maintenant brûler la chair. Même si le combat est équilibré, Zenitsu n'arrive pas à trouver une ouverture pour décapiter Kaigaku. Et s'il n'en trouve pas une, son pouvoir sanguinaire l'aura à petit feu. Kaigaku utilise le 6ème mouvement et projette Zenitsu dans le vide. Kaigaku dit que lui et Zenitsu sont différents. Et c'est vrai, l'un est prêt à tout pour survivre, quitte à abandonner devant un adversaire, quand l'autre garde la tête haute, quitte à en donner sa vie. D'un coup sec, il terrasse son adversaire avec le mouvement qu'il a lui-même créé. Il a une vision de l'au-delà de Jigoro qui est fier de lui. D'accord, c'est bien Zenitsu, mais en attendant t'es toujours en train de tomber dans le vide. Fort heureusement, Uichiro est de la partie lui aussi et accompagné de Slayer, il sauve et soigne Zenitsu. Là, on a déjà eu 2 combats dont le thème principal était la vengeance. Shinobu qui doit venger sa sœur, Zenitsu qui doit venger son maître, mais il reste encore une personne qui doit assouvir sa vengeance. Tanjiro Kamado! On voit direct que le niveau a augmenté. Première seconde du combat, Akaza perd déjà son bras. Lui qui traitait Tanjiro de faible reconnaît enfin sa valeur. Et c'est pour ça qu'il va y aller à fond. Les attaques s'enchaînent et les deux pourfendeurs se protègent l'un l'autre. Surtout Tomioka, grâce au 11e mouvement du souffle de l'eau qui lui permet de dévier toutes les attaques d'Akaza. Il remarque ça et décide d'envoyer Tomioka dans le décor à coups de pied pour être tranquille avec Tanjiro. Il insulte Rengoku et dit que les faibles comme lui ne méritent pas leur place dans ce monde. Mais Tanjiro le contredit en lui disant que tout le monde a été faible à un moment dans sa vie, et que sans les plus forts pour s'occuper de lui, Akaza n'aurait même pas tenu une journée. Le combat reprend mais Tanjiro encaisse pas mal de dégâts. Fort heureusement, Tomioka revient et débloque la marque, ce qui permet à Tanjiro de prendre du recul et de trouver une tactique pour contrer le combat. Le combat permet à Akaza de contrer des attaques automatiquement, lui offrant des réflexes surhumains. C'est là qu'un souvenir lui revient où il est avec son père qui lui parle d'un pouvoir qui lui permettrait de mieux comprendre les mouvements de son adversaire. C'est là qu'il le découvre, le monde transparent. Il peut maintenant analyser les mouvements de Akaza à la perfection, mais il doit agir vite. Tomioka ne tiendra pas longtemps. Son sabre vient de se briser, il est blessé, Tanjiro n'a qu'une seule chance, il ne doit pas se louper. Il s'approche et d'un coup il se rappelle de ce qu'a dit Akaza à Kyojuro. Tu as un super esprit combatif. Inosuke disait qu'il a la capacité de détecter n'importe quel être vivant autour de lui grâce à leur esprit combatif. C'est ça, il doit supprimer son esprit combatif. Il doit supprimer toute émotion. Akaza se retourne, il voit plus Tanjiro. Hinokami Kagura. Setting Sun Transformation. Akaza refuse de mourir. Il maintient sa tête en place. Il a un objectif, tuer Tanjiro, et il compte bien l'accomplir. Tomioka le headshot avec son sabre et désintègre sa tête. Mais son corps se bat toujours. Il commence à toucher à l'immortalité. Il brise les côtes de Tanjiro. Les deux pourfendeurs sont gravement blessés. Akaza n'a plus qu'à les achever. Quand d'un coup, des souvenirs de sa vie d'humain commencent à lui revenir. Akaza, de son vrai nom Akuji, c'était un gamin qui volait des médicaments pour les donner à son père qui souffrait d'une grave maladie. Plusieurs fois il s'est fait attraper, tabasser et tatouer par les vendeurs. Et pour éviter que Akuji ne finisse par perdre la vie, son père décida de se pendre chez lui en demandant à son fils de vivre une vie honnête. Foudrage, il tabasse 8 adultes à main nue. Un maître de dojo tombe sur la scène et après l'avoir remis à sa place, il le prend comme disciple. Akuji deviendra dévoué à ses entraînements et découvrira l'amour avec la fille de son maître, au point qu'un mariage était prévu. Seulement, tout s'arrêta d'un coup, quand le maître d'un dojo rival, ne supportant pas de perdre à répétition contre le maître de Akuji, décida d'empoisonner son puits, le tuant lui ainsi que sa fille. Foudrage, Akuji tabassera les 67 combattants du dojo à mort. Muzan tomba sur le massacre et décidera de faire de Akuji une lune démoniaque. C'est pour ça qu'il déteste les faibles. C'est parce que c'est eux qui ont tué son maître et sa femme. Akaza régénère sa tête, mais en se rappelant de sa vie d'humain, il décidera de rejoindre sa femme en utilisant sa propre technique contre lui. Ça y est, Akaza est mort.
Kokushibo l'apprend mais n'est pas tellement étonné. Même après plusieurs centaines d'années, il n'a jamais su le battre une seule fois. Doma, lui, se dit attristé par la mort de son meilleur ami, mais Kanao le ramène à la réalité. Elle a de super réflexes, ce qui lui permet d'esquiver les attaques de Doma. Mais comment peut-elle anticiper une attaque qu'elle ne connaît pas? Elle se prend une nuée d'attaques et Doma en profite pour lui voler son sabre. Ça y est, la lignée Kosho va s'éteindre à cause d'un seul démon. Inosuke vole à sa rescousse. Doma lui vole son masque et son visage lui est familier. Si Inosuke est orphelin et a grandi parmi les sangliers, c'est à cause de lui. Sa mère était une adepte de la secte de Doma, et un jour, il la massacra. Mais par miracle, Inosuke survécut en tombant dans une rivière. Mais bon, pas le temps de papoter. Akaza est mort, le temps presse, donc il décide de se battre sérieusement. Il crée des clones de givre, des blizzards surpuissants. Même à deux, Kanao et Inosuke ont beaucoup de mal. Ils se font blesser gravement. Après tout, Doma reste la deuxième lune supérieure. Pour en venir à bout, il faudra un miracle. Pendant plus de 1 an, Shinobu a consommé son poids en poison pour démons, soit 37 kg de poison pur que Doma a absorbé en dévorant Shinobu. C'est maintenant ou jamais. Kanao utilise le mouvement final du souffle de la fleur, les yeux du licorice rouge. Ce mouvement lui permet de voir le monde au ralenti, au prix de perdre la vue d'un œil par utilisation. Mais Doma ne se laisse pas faire. Il invoque carrément un Bouddha géant de givre. Kanao lui grimpe dessus, esquive tous les assauts de Doma, et avec l'aide de Inosuke, la deuxième lune supérieure est finalement vaincue. Muzan s'énerve de plus en plus, lui qui ne peut pas prendre part au combat à cause du poison que lui a injecté Tamayo au prix de sa vie. Après quelques recherches, Obana et Mitsuri trouvent celle qui contrôle le château de l'infini, Nakime, qui a été promu au rang de 4ème lune supérieure. Il tente des attaques à répétition, mais le pouvoir de Nakime est très défensif. Ça risque d'être un combat d'endurance. De leur côté, Gyomei et Muichiro se font séparer. Et en essayant de retrouver le pilier de la roche, Muichiro tombe sur Kokoshibo, la plus puissante des lunes supérieures. Il est spécial. Tout comme Kaigaku, c'est un ancien pourfendeur. Et surtout, c'est le frère jumeau de Yorichi, le pourfendeur le plus puissant de l'histoire. Quand ils sont nés, le père de Yorichi voulait l'exécuter, de par la marque bizarre qu'il avait sur le front. Sa mère refusa et les éleva seuls, lui et son frère. À peine 5 ans, il maîtrisait déjà le souffle, la marque et le monde transparent. Alors au moment où sa mère est morte, après avoir disparu pendant des années, il devient le maître d'un dojo, où son frère Kokushibo, de son vrai nom Michikatsu, fut son élève le plus doué. Mais même après avoir développé la marque ainsi que le monde transparent, lui ainsi qu'aucun de ses collègues ne sont parvenus à ne serait-ce qu'effleurer son niveau. Kokushibo développa une haine viscérale, refusant d'être en dessous de son frère. Il finira par accepter de devenir un démon, et à partir de là, il s'entraîna nuit et jour, développant un souffle unique, le souffle de la lune, comprenant pas moins de 16 mouvements, ce qui en fait le souffle le plus complet. Après plus d'un demi-siècle, il retrouva son frère. Mais même après tout ça, il se fait littéralement détruire. Il ne doit sa survie qu'à Yorichi, qui mourra de vieillesse juste avant d'achever son frère. Depuis maintenant 500 ans, il s'entraîne dans l'espoir de pouvoir le dépasser. En tombant sur Michiro, il comprend que c'est son descendant direct et le félicite d'avoir débloqué la marque à seulement 14 ans. Mais bon, que peut-il bien faire face à un pourfendeur qui s'entraîne depuis plus de 500 ans? En un seul mouvement, il lui tranche le bras droit. Il s'apprête à le changer en démon, mais Genya le vise avec son flingue. Kokushibo le remarque, lui tranche le bras gauche, Genya riposte, mais Kokushibo lui tranche aussi le bras droit. Il insulte de faux démons avant de le trancher en deux. Il s'apprête à le décapiter. Son frère débarque pour le protéger. Il l'insulte en lui disant qu'il a gâché sa vie à avoir essayé de devenir pourfendeur sans même avoir maîtrisé de souffle avant de foncer sur Kokushibo. Il enchaîne les techniques, mais il sait qu'au moindre clignement d'yeux, c'est fini. Un démon qui maîtrise la marque est beaucoup trop dangereux. Kokushibo l'atteint avec l'un de ses mouvements, mais grâce à l'ivresse que lui provoque le sang de Sanemi, il baisse sa garde. Pour autant, c'est pas suffisant, et Kokushibo bloque le sabre de son adversaire. Sanemi tente de lui tirer dans la tête, mais Kokushibo contre la balle avec son katana avant de faire tomber sa lame sur le cou de son adversaire. Gyomei sauve Sanemi d'une mort certaine, et s'il arrive à contrer des attaques de Muzan, alors une vulgaire lune supérieure ne devrait pas poser problème. Il multiplie les coups, c'est la première fois que Kokushibo est en difficulté. Il dira même que c'est le pourfendeur le plus puissant de ces 300 dernières années. Gyomei sait qu'à lui seul, ça risque d'être très compliqué de le décapiter. Il veut mourir sans regret et il décide d'activer la marque. Kokushibo est choqué. Tous les utilisateurs de marque, hormis Yorichi, ne peuvent pas dépasser les 25 ans. Gyomei ayant 27 ans et venant d'obtenir sa marque, il ne passera sûrement pas la nuit. Il le sait et s'en fiche. Son seul objectif, c'est de faire la peau à Kokushibo. Après avoir soigné ses blessures, Sanemi retourne au combat et débloque lui aussi sa marque. Grâce à leur entraînement, les deux ont une synergie exceptionnelle. Kokushibo est acculé, il se fait trancher une oreille, une partie de ses cheveux, il est obligé de passer aux choses sérieuses. Il utilise son pouvoir sanguinaire. Il allonge sa lame et blesse gravement les deux combattants. Sanemi est dans une impasse. Mais Muichiro se jette sur lui pour le sauver. Il peut encore se battre. Gyomei débloque le monde transparent. Il peut maintenant voir et surtout analyser les mouvements de son adversaire. Sanemi envoie une rafale sur Kokushibo. Il esquive mais Gyomei lui détruit le bras avec son fléau. Muichiro en profite pour lui planter sa lame dans le ventre.
Genya, qui a mangé une oreille et un bout de la lame de Kokushibo, débloque un pouvoir sanguinaire en plus de se soigner. Il tire une salve de balles et Kokushibo se retrouve immobilisé à cause d'un arbre fait de chair. Il se débat de toutes ses forces. Muichiro se fait découper en deux mais il continue de tenir sa lame. Genya lui aussi se fait couper en deux, mais il lui reste encore assez de force pour maintenir l'arbre en place. Muichiro doit faire quelque chose. Il doit mourir en ayant été utile. Il débloque la lame rouge, une technique qui provoque une douleur intense et qui empêche la régénération des démons. Sanemi et Gyomei débloquent eux aussi la lame rouge. Ils font une attaque combinée sur la nuque de Kokushibo, sur la violence de l'impact, sa tête se fait broyer. Cependant, Kokushibo n'est pas la première lune supérieure pour rien. Il fait repousser sa tête, il devient monstrueux, mais là, il se revoit dans le reflet de l'épée de Sanemi. Il se demande est-ce qu'il le voulait vraiment? Non. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était être comme son frère. Il se rend compte qu'il l'a toujours déçu. Gyomei le décapite une nouvelle fois, il n'a plus la force de se régénérer et se désintègre sans avoir pu se racheter auprès de son frère. Sanemi a continué de se battre même inconsciemment. Gyomei le réveille et il rend hommage à Muichiro et Genya qui ont permis de venir à bout de la première lune supérieure. Muichiro peut rejoindre son frère et Genya peut le quitter. Sanemi hurle de rage mais Gyomei le ramène à la raison. Muzan est toujours vivant, ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne l'auront pas tué. En parlant de ça, les premiers pourfendeurs arrivent sur les lieux. Muzan a fini sa transformation et il commence à massacrer des centaines de soldats en un instant avant d'achever Tamayo. On dirait bien que son poison n'a eu aucun effet sur Muzan et il compte bien profiter que tous les pourfendeurs soient présents pour les trucider un par un. Tomioka et Tanjiro sont les premiers à arriver, et c'est là qu'on apprend le pouvoir sanguinaire de Muzan. Il maîtrise la totalité de ses cellules, il peut les transformer en tentacules acérés, et c'est avec ça qu'il crève l'œil de Tanjiro. Tomioka vient à son secours, et lui dit qu'il vaut mieux rester sur la défensive pour gagner du temps. Muzan rétorque qu'avec seulement 3 piliers, ça risque d'être très compliqué. Mais attends, il reste bien plus que 3 piliers. Tomioka, Sanemi, Gyomei, Mitsu... Nakime a littéralement écrasé Obanai et Mitsuri, ne leur laissant aucune chance. Tanjiro est pratiquement aveugle, Muzan s'apprête à en finir avec lui. Mitsuri et Obanai sauvent Tanjiro. Comment c'est possible? Ils étaient censés être morts. En réalité, c'est grâce à Wichiro. Il a réussi à placer un talisman sur Nakime pour modifier sa vision. Elle commence à attaquer Muzan. Il n'arrive pas à reprendre le contrôle sur elle, donc il la tue sans sommation. C'est fini, il n'y a plus de démons, ni même de lune supérieure. Le château de l'infini s'effondre. Tout le monde est expulsé en dehors. C'est l'heure du dernier arc, le décompte de l'aube. Tous les pourfendeurs encore en vie doivent retenir Muzan pendant 1h30 en attendant le lever du soleil. Ils se jettent tous sur lui, mais sa régénération est trop rapide. Ils n'ont même pas le temps de finir leur attaque qu'il s'est déjà régénéré. Plusieurs pourfendeurs se sacrifient en servant de bouclier. Muzan explique qu'il préfère que ses ennemis meurent sur le coup, sachant qu'il mêle du poison à chacune de ses attaques. Mais attends, c'est qui le premier que Muzan a attaqué? Tanjiro est empoisonné, il est aux portes de la mort. Nezuko ressent que son frère est en danger et décide de courir l'aider. De leur côté, Obanai, Mitsuri et Tomioka se font eux aussi lacérer. Dans quelques temps, ils mourront aussi. Gyomei et Sanemi arrivent. Maintenant, Muzan doit faire face à tous les piliers encore en vie en même temps. Pendant ce temps, Tanjiro reçoit un souvenir d'un de ses ancêtres. Celui-ci est avec Yorichi. Il lui raconte qu'il a décidé de chasser Muzan après qu'il ait assassiné sa femme enceinte. Un jour, il le retrouve. Il remarque qu'il possède 7 cœurs et 5 cerveaux, le rendant quasiment immortel. Seulement, là on parle de Yorichi. En une seule attaque, il découpe Muzan en petites rondelles avant de détruire 6/7 de ses cellules, forçant Muzan à prendre la fuite. La femme qui était avec lui se mit à pleurer de rage. C'est Dame Tamayo. Elle le supplie de l'aider pour éliminer Muzan et Yorichi accepte. De retour dans la bataille, Muzan se déchaîne complètement. Mitsuri, qui est la plus lente, se prend une attaque de plein fouet, lui arrachant l'oreille sur le cou. Obanai la met en sécurité avant de faire tomber son masque et de dévoiler son vrai visage, marqué d'une horrible cicatrice. Il est le premier garçon à naître dans sa famille depuis plus de 370 ans, avec en plus de ça des yeux verrons, dont un qui ne fonctionne pas. Les parents l'ont vendu à une démone serpentoïde qui le séquestrera et lui tailladera la bouche. Dans sa cellule, il tombera sur son serpent, Kabumaru, qui lui a permis de compenser la cécité de son œil gauche. Un jour, il réussit à s'enfuir et fut sauvé par Shinjuro, qui lui permet de découvrir le monde des pourfendeurs, ainsi que des personnes qu'il aime vraiment pour ce qu'il est. C'est son moment, il va leur rendre l'appareil. Il enchaîne Muzan quand tout d'un coup, un chat apparaît. C'est celui de Wichiro, et il balance des antidotes de Tamayo. Tous les piliers sont soignés. Ils peuvent recommencer à attaquer à leur puissance maximum, y compris Tanjiro qui se relève grâce à Wichiro. Obanai réfléchit à ce que lui a dit Gyomei sur le monde transparent et la lame rouge. Il comprend que pour activer la lame rouge, il faut entrechoquer 2 lames du soleil. Il en informe les autres, et maintenant, tous les piliers encore en vie possèdent la lame rouge. Et c'est pas tout, puisque dans le même temps, Obanai débloque la marque et le monde transparent. Muzan commence à faiblir. Il se fait trancher de plus en plus de membres et met du temps à se régénérer. Tanjiro se relève avec une nouvelle information en tête grâce à Yorichi. Le 13e mouvement du souffle du soleil, c'est une fusion des 12 premiers mouvements enchaînés les uns à la suite des autres. Et il compte bien s'en servir pour faire la peau à Muzan. Mais il oublie vite à qui il a affaire. En arrivant sur les lieux, tous les pourfendeurs sont projetés dans le décor. Il ne reste que lui pour faire face à Muzan, il est temps d'en finir. Il utilise le 13e mouvement et arrive à lui faire face. Tanjiro devient de plus en plus rapide? Non.
c'est Muzan qui devient de plus en plus lent. Et c'est pour une raison très simple. Le poison de Tamayo qui avait pour but de transformer Muzan en humain a d'autres effets. Et le premier d'entre eux, c'est de faire vieillir Muzan de 50 ans par minute. Ça signifie que depuis qu'il lui a injecté, il a vieilli de plus de 9000 ans. Tanjiro continue le combat mais le 13e mouvement lui coûte beaucoup d'énergie. La fatigue le fait trébucher et s'il ne fait rien, il sera réduit en miettes. Obanai le sauve au prix de ses 2 yeux, mais grâce à Kabumaru, Obanai continue de se battre. Il arrive même à faire apparaître les cicatrices de Muzan qui datent de son combat contre Yorichi. Il ne reste plus que 40 minutes à tenir, c'est jouable. Mais d'un coup, Muzan se met à fuir. Il balaye tous les pourfendeurs sur son chemin. Mais Tanjiro qui l'a rattrapé lui envoie une pluie de sabres dans le dos. Obanai profite de l'ouverture et transperce Muzan. En plus de ça, il retrouve la vue grâce au talisman de Ichiro. Muzan sent qu'il est très mal barré. Il tente de se diviser, mais c'est là que le dernier effet du poison de Tamayo s'applique, empêchant sa division cellulaire. Cependant, elle n'a pas fait qu'un seul antidote pour démon. Elle en a administré un autre à Nezuko, qui redevient humaine et retrouve la parole. Muzan est forcé de créer une explosion immense. Même le groupe de Tengen la ressent alors qu'ils sont cachés au fin fond d'une montagne. Mais ce n'est pas ça qui va arrêter les pourfendeurs. Ils reviennent un par un, à commencer par Inosuke et Zenitsu qui acculent Muzan contre un bâtiment. Tout le monde revient, même Mitsuri. Muzan tente de dévorer Tanjiro mais Obanai se sacrifie. Il faut à tout prix retenir Muzan. Le soleil se lève. C'en est bientôt fini pour lui. Il force pour s'enfuir. Il arrache carrément le bras de Tanjiro. Mais Tomioka l'aide à maintenir son sabre en place. Le soleil frappe Muzan de plein fouet. Il se transforme en un bébé immonde et il se libère en faisant gonfler son corps. Les derniers pourfendeurs encore en vie le bloquent avec des voitures. Sanemi lui tranche le bras droit. Gyomei l'étrangle avec sa chaîne. Ça y est, Muzan est mort. Il hurle de douleur avant de se transformer en cendre. On pourrait se réjouir, mais le prix à payer est très élevé. Gyomei, Obanai et Mitsuri ne pourront pas être sauvés. C'est pas grave, Gyomei va pouvoir retrouver les enfants qu'il a élevés. Mitsuri et Obanai sourient. Ils vont aller au paradis ensemble. Muzan transmet ses cellules à Tanjiro. Il se relève et commence à attaquer tout le monde. Et étant un Kamado, le soleil ne le brûle pas. Muzan a gagné, il a créé un démon immortel. Nezuko arrive et prend son frère dans ses bras, mais en retour, il l'a mort. Il a goûté au sang, c'est trop tard, on ne peut plus le faire revenir en arrière. Il crée des rayons laser ainsi que des fouets sur son dos. Sans le savoir, Tomioka, en le sauvant ce jour-là, a condamné l'humanité. Mais c'était sans compter sur Kanao, qui possède le tout dernier antidote qui permet de transformer un démon en humain. Elle utilise les œufs du licorice rouge et lui administre le remède. Un duel interne démarre entre Tanjiro et Muzan, et après une lutte acharnée, Tanjiro redevient humain et élimine définitivement les démons de la surface du monde. Tanjiro se réveille à l'hôpital. Il est vivant mais est devenu aveugle d'un œil et il ne ressent plus du tout son bras droit. L'association des pourfendeurs, ne comptant plus que 2 piliers, Sanemi et Tomioka, est dissoute. Les Ubuyashi qui leur sont infiniment reconnaissants, tout est bien qui finit bien. Plusieurs siècles ont passé et on peut voir les descendants des pourfendeurs vivre une vie classique au XXIe siècle. Mais il reste malgré tout un seul démon, un peintre aux cheveux verts qui est devenu mondialement connu pour ses toiles représentant une seule et unique femme, une certaine Tamayo. Les pourfendeurs se sont battus pendant des décennies et après une nuit cauchemardesque, les démons ont été définitivement éradiqués.